Alors, c'est un peu dommage que les étudiants soient pas là parce que c'était surtout pour eux que cette conférence s'adressait. Je vais quand même mettre mon chronomètre là parce que je sais que ça va être. Je vais avoir du mal à tenir la demi-heure. Hein. Je pense que ça risque de dépasser un peu. Pourquoi plutôt aux étudiants? C'était pour leur partager avec eux cette aventure qui a duré, enfin qui aura duré 30 ans avec le même maître d'ouvrage, avec Rennes Métropole et la SEMCAR, la société d'économie mixte qui est en charge de cette opération depuis les années 90, un peu avant, puisqu'il y a eu la ligne A qui s'est mis en œuvre entre 90 en gros et 2002. Puis la ligne B entre 2010 et 2020 à venir. Et il se trouve que j'ai eu une énorme chance, les chances n'arrivent jamais tout à fait tout seul, mais enfin quand même, de pouvoir participer à cette aventure et qui aura duré 30 ans, entre le début et la fin, entre 90 et 2020, avec une interruption de 7 ans. Donc voilà le petit calendrier que je me suis amusé à faire, que j'ai fait démarrer à mes études d'archi en 77, après 8 années d'école. 2 années de travail en agence, 3 années à peine, 3 années jusqu'en 90, de 88, 89, 90 avec Atalante. Et dès la 3e année, on a eu la chance par un beau-frère, ex-beau-frère architecte, qui nous a proposé de participer au concours du métro de la ligne A, du métro Val de Rennes, parce qu'il n'avait pas le temps, il avait d'autres projets, et il nous a offert cette chance qu'on a saisie, et on a fait le concours, et on a gagné une première station, donc sur la ligne A, et les études ont commencé en 91, et ont donc été livrées en 2002. En 2002, on va voir, je vais vous présenter très rapidement cette station, quand même, puisqu'elle est réalisée et finie, alors que les autres ne le sont pas. Et c'est pour ça que je m'adressais aux étudiants, parce que ça va être un peu frustrant, parce que vous allez voir une seule station sur les 3 de la ligne B, mais aucune de ces 3 n'est finie. Et en fait, plus le chantier avance, moins les images sont intéressantes, moins la réalisation est intéressante, parce que les trous énormes du début du chantier se referment. La lumière est un peu moins intéressante pour l'instant, ça devient le chantier, mais beaucoup moins impressionnant que tout au début. Vous allez voir quelques photos de chantier du début et de la fin, mais effectivement, rien n'est terminé, loin de là, même si beaucoup de choses ont avancé. Donc c'était plus partager cette aventure, expliquer aussi que finalement, parce que pour quand même tout vous dire, quand j'ai recandidaté en 2010 pour la ligne B, mon agence, c'était moi tout seul. J'avais licencié tout le monde, j'étais quasiment à la rue parce que la banque m'avait fichu à la porte. C'était la suite des crises de 2008. Donc j'étais tout seul. Candidater tout seul pour 3 stations de métro, c'est pas évident. En plus, j'avais candidaté sur 3 lots, enfin en gros sur une dizaine de stations. Et j'ai quand même eu la sagesse de m'associer avec Fabien P. de la Borne, en me disant quand même, Fabien a une structure un peu plus costaud, donc je pense que ça serait quand même plus prudent. Il se trouve que j'étais finalement, je pense peut-être le seul architecte, pas le seul architecte à avoir des références en station de métro évidemment, mais peut-être le seul à en avoir à Rennes, de tous les candidats. En tout cas, un des rares. Ce qui a été effectivement, évidemment bénéfique, parce que si j'avais candidaté sur la ligne B, même avec des références de métro, mais pas sur Rennes, je pense que je n'aurais pas été pris. Voilà, donc tout ça pour dire que quand les perches sont tendues, il faut vraiment les saisir, et que c'est pas parce qu'on est une toute petite agence qu'on peut pas avoir la possibilité de participer à ces grands projets. Voilà, donc ça, ce petit calendrier, c'était plus vraiment pour raconter ces 30 ans d'aventure. Donc la station Charles de Gaulle de la ligne A, qui est une station souterraine profonde. Donc le concours a commencé en 91, après la candidature en 90, et le chantier s'est déroulé sur 5 ans, entre 95 et 97 et 2002, je ne sais plus. Enfin, il faudrait que je regarde sur le calendrier de tout à l'heure, mais peu importe. Donc le projet a commencé comme ça, donc c'est une photo assez mauvaise qualité. À cette époque-là, en 91, on était encore au crayon de couleur, au papier noir et blanc, photocopie, ça c'est des photocopies négatives, enfin bref, on était encore dans le bricolage, le papier découpé. Donc c'est des vieux documents que j'avais encore, que j'ai photographiés. Mais ce document illustre assez bien l'esprit dans lequel on voulait faire la station. C'est une station profonde, 3 niveaux de profondeur. Et donc jouer sur un travail de matière et de lumière. Plus on descendait dans la station, plus la lumière devenait intense.
On avait des couleurs du violet au vert qui s'exprimaient. Bon, tout ça, évidemment, n'est pas resté totalement dans les détails. Et surtout, ce grand monolithe dont on voulait, par lequel on voulait exprimer le côté tellurique de la station, c'est-à-dire que la lumière descendait dans la station, tandis que les forces telluriques et les roches, la pierre, la masse remontaient vers le haut. Donc ça, pendant un moment, j'ai cru que c'était un panneau de concours. En fait, c'est pas un panneau de concours, ça doit être un panneau qu'on avait dû faire lors d'une exposition suite à ce concours gagné, je crois, pour 2 ou 3 expositions qui avaient eu lieu à Rennes, enfin avec l'ordre des architectes, et suite aux albums de l'âge de l'architecture d'ailleurs, où on voit apparaître les images telles qu'on les avait imaginées. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du projet, j'aurais bien voulu, mais je ne vais pas avoir le temps. Les évolutions qu'il y a eu, mais ça serait trop long. Enfin voilà, en gros, le genre de documents qu'on produisait pour des concours, même si celui-là n'en est pas un, mais c'est des documents issus du concours. Ça, c'est une maquette aussi qui a été faite après le concours, hein, donc toujours dans le cadre des albums de la jeune architecture, et qui montre la logique de la station. Les espaces publics, en fait, sont là. Premier niveau, celle des billets. On a un niveau qu'on voit pas bien ici, qui est un niveau intermédiaire, et puis le niveau des quais. Donc on a eu la chance de gagner cette station parce qu'il y avait un volume très très beau qui se dégageait sur toute la hauteur. Vous allez le voir après. Et en surface, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un ascenseur, des escaliers. Bon, les escaliers n'ont pas été réalisés tout à fait dans cet esprit. Et puis un grand monolithe qui a été rasé. Il est resté en dessous de la station. C'est celui qu'on voit là. Mais le haut n'est pas resté, non pas parce que la ville n'en voulait pas, mais parce qu'il devait construire ce qui a été construit ailleurs après. Ça, c'est sur la place Charles de Gaulle, en gros le Champ de Mars à Rennes, tout à côté le truc qui a été fait par le Ports Park, là. Enfin, le grand centre culturel, etc., médiathèque et autres, les Champs Libres. Ouais, c'est ça, c'est les Champs Libres, qui devait se construire au-dessus de la station et qui a été finalement construit ailleurs. Donc le grand monolithe aurait pu finalement rester, mais il n'est pas resté. Bon, ça c'est des plans, donc je vais assez vite, hein, c'est des plans de la station, donc Charles de Gaulle, de la ligne A, où on voit la mise en place de nos escalators escaliers qui se déglinguent un petit peu pour essayer de retrouver une cohérence entre les plans et les éléments en béton, les monolithes. Donc vous allez voir la forme qui joue un petit peu de géométrie variée. Et le plus important là, ce qu'on voit bien sur cette coupe, c'est ce qu'on a mis en place, un traitement de béton. L'idée étant qu'on crée des strates, et plus on s'enfonce dans les tréfonds de la station, plus les strates se tassent par la masse et se rapprochent. Alors sur les photos, vous allez voir, c'est pas aussi évident que ça, mais quand on est sur place, on le voit un petit peu. Donc cette photo, c'est un peu la photo emblématique. C'était un petit peu avant la fin du chantier. Mais quasiment à la fin, où on voit effectivement les premières strates du premier niveau, celle-ci qui se resserre, et ensuite les autres plus bas dans les quais qu'on verra tout à l'heure, et où on voit les monolithes qui commencent à se mettre en place, et des grandes plaques qui viennent fermer les locaux techniques, qui viennent les habiller. Non, là, on est au niveau de la salle des billets, donc toujours un travail sur les matières et les lumières, l'idée d'avoir des reliefs qui accrochent la lumière. Niveau intermédiaire, les monolithes et les parois des pieds droits, et puis ces ciels étoilés qu'on avait souhaité mettre en place. C'était l'époque de la fibre optique, c'était donc le plaisir de rêver un peu, de créer des ciels étoilés dans les profondeurs de la station. Là, on voit toute la profondeur jusqu'au niveau surface, où on avait une petite verrière. On avait volontairement, on avait peu de lumière naturelle, et on avait voulu jouer accentuer ce côté profond, un peu base sous-marine, et donc pas forcément avoir un apport de lumière naturelle, qui est d'ailleurs assez difficile à maîtriser, alors que la lumière artificielle, elle ne bouge pas, elle ne change pas. C'est pour des stations souterraines, c'est plus facile de jouer avec. Et voilà le niveau des quais, avec toujours notre ciel étoilé. Bon, là, les étoiles sont bien rangées. Et les strates qui se tassent. On avait mis en place des petites lignes vertes aussi qui marquaient l'entrée des rames au niveau du quai. Voilà encore je crois que c'est une des dernières photos où on voit tout le jeu des monolithes. Celui-là, c'est le plus grand, c'est celui qui est le monolithe de l'ascenseur, qui doit faire 20-25 mètres de hauteur. Alors, j'aurais voulu vous raconter beaucoup de choses sur beaucoup de choses qui se sont passées sur cette station. J'ai oublié de préciser une chose quand même. Ces missions qui nous ont été confiées, ça c'est très important, ce sont des missions de conception architecturale, ce ne sont pas des missions de maîtrise d'œuvre.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait le projet au niveau du concours, la conception. Vous avez vu un peu de quoi on est parti. On a fait l'avant-projet, on va dire APS, APD pour dire les choses simplement. Et notre mission s'arrêtait là a priori. Tout était repris par des bureaux d'études qui faisaient la maîtrise d'œuvre. Mais on a continué pendant les études, avec le bureau d'études, surtout pour la ligne B d'ailleurs. Et pendant le chantier, on est sollicité régulièrement, quelquefois 1 fois par an, 2 fois, 6 fois par an, chaque fois qu'une question architecturale se pose. Donc en fait, on ne s'occupe pas du budget, on ne s'occupe pas de technique, du moins jusqu'à un certain point, on ne s'occupe pas du chantier. En fait, on n'a pas les emmerdes et on n'a que le plaisir de faire de l'archi. On ne fait que de l'archi. Et le maître d'ouvrage a mis en place une stratégie et des moyens, notamment humains, pour que le projet soit respecté. En fait, en tant que maître d'ouvrage, on a un maître d'ouvrage qui défend notre projet sur le plan architectural, mais qui le défend quelquefois vraiment mordicus. Hein. Donc c'est une mission que je vous souhaite de pouvoir réaliser. Je voudrais faire que des stations de métro, on va dire, si je pouvais. La ligne B, donc la station Saint-Jacques-Guettet. Je vais vous présenter la station Saint-Jacques-Guettet. Je ne pense pas que j'aurai l'occasion de présenter la deuxième. Donc on commence par le concours. Voilà les éléments de concours. Bon, sur le plan graphique, on est un peu plus évolué que vous avez vu sur les précédents. Avant, il n'y avait pas de 3D, c'était de tout démarrage. Hein. Donc on a les plans, on voit les 3 niveaux, niveau salle des billets, non, il n'y a que des niveaux, pardon. Niveau salle des billets, premier niveau sous-sol, niveau des quais, deuxième niveau de sous-sol. On voit ici les coupes, ici et là. En surface, on a juste des émergences avec des couvertures. On voit ici la coupe, on va le voir d'un peu plus près. Donc c'est les 2 panneaux de concours. Voilà une des images qui illustrait la station. Donc vous commencez à voir apparaître ce que vous avez vu sur le flyer de la conférence, ce doré, dont on ne perçoit pas encore bien la matière ici, et que l'on voit, et on voit aussi toutes ces lames, des lames en laiton, qui sont en cours de réalisation maintenant. Et voilà l'image de la station, donc une image de concours également. On voit apparaître tout le doré de la station dans la tranche de ces monolithes, dans les laitons. Vous avez vu sans doute que ça joue aussi de différentes inclinaisons. Donc on est dans une expression assez parfois étonnante. Et j'ai rappelé Fabien pour essayer de retrouver le pourquoi de tout ce doré. En fait, ici on a un mur qui est traité en ce qui s'appelle pierre façon... Alors je trouve plus le mot, c'est pas grave, un béton qui a légèrement des creux. On s'était dit ce serait bien de créer une certaine préciosité dans cette brutalité du béton et d'incorporer dedans des petites touches de doré qui viendraient scintiller dans le béton. Bon, c'était assez compliqué à faire et très vite on est revenu, on va le voir, sur la feuille d'or, l'idée de feuille d'or. Donc ça c'est un carnet que je vous présente, c'est quelques extraits que je vais passer assez vite. Donc voilà, l'idée c'était qu'en descendant dans la station, ce soit comme une station qu'on redécouvre, hein, des ouvrages qu'on redécouvre, comme on aurait découvert des monuments égyptiens sous terre, et sur lesquels viendrait apparaître, au fur et à mesure qu'on les creuse, de l'or qui collait sur les parois. L'idée aussi étant que cet or aurait été usé à l'endroit, au niveau du passage des gens et des mains, et que plus l'or est en haut et inaccessible, plus il reste vierge et parfaitement doré. Donc on a cherché à savoir comment produire du doré. Donc évidemment on a cherché quelques références pour savoir comment ça se présentait. Là à gauche vous avez la porte à Nice faite par Sarkis. Un bol de ma mère, comme on allait à Rennes. J'ai oublié de dire une chose aussi, c'est qu'en fait je suis né à Rennes. Donc Rennes est quand même le lieu de mon enfance, la ville de mon enfance, et c'est pas rien de venir retourner faire 4 stations dans les tréfonds de la ville en laissant une petite marque dont on a une forme de fierté, je vous le cache pas, mais bon. Après on le fait avec quand même beaucoup d'humilité, c'est le cas de le dire, dans la terre, je pense que c'est plutôt bienvenu. Et donc on allait chez ma mère qui habite à Rennes et on avait trouvé ce bol avec Fabien et voilà, on avait un peu barjoté sur ce bol. Donc on cherchait des références, la trame, la taille des feuilles d'or, la manière de les rendre avec des feuilles de cuivre, avec de la poussière, de la poudre d'or métallisée, avec de la peinture. Alors pour des raisons, parce qu'on a vraiment envisagé de le faire en vraie feuille d'or. Hein. Il y en avait je sais pas combien, 700 mètres carrés.
C'était pas monstrueux, on avait peut-être pour 400 000 euros ou 500 000 euros, mais à l'échelle du prix de la station ou de l'ensemble du métro, qui doit être 1 milliard ou 1,5 milliard, c'était peanuts. Mais on s'est dit, avant d'aller trop loin avec le maître d'ouvrage, on en avait parlé quand même, mais que c'était peut-être politiquement et socialement pas très tenable. Donc on a décidé qu'on n'allait pas faire de la feuille d'or quand même. Et puis c'était techniquement assez compliqué quand même. Parce qu'il faut que la station soit complètement étanche à l'air, qu'il n'y ait pas un souffle de vent, et voilà. Donc on a laissé tomber. Mais on a cherché d'autres moyens, donc il y avait on a trouvé une peinture qui était convenable, mais après il fallait la matière. Donc on a cette matière de feuille d'or qui permet que la lumière accroche sur les reliefs et vienne donner cette impression qu'on a une feuille d'or un peu froissée. En réalité, une feuille d'or, même si elle a un effet froissé, elle est complètement lisse. Elle fait quelques microns, quelques dixièmes de microns, je ne sais plus. Donc on a fait tout le travail. Alors, comment faire en cours d'études quand Récli n'avait pas la matrice qui n'existait pas. Donc on a fait ça. On a fait une soirée à la maison, une ou deux d'ailleurs, avec l'agence. Là, à ce moment-là, on était un peu plus nombreux. Ça, c'était les belles années, 2011-2012. On a fait ça un soir. Alors, on a acheté plein de papiers. On s'est gavé de rochers, là, comment ça s'appelle, les trucs entourés en or. Putain, je perds mes mots. Les rochers d'or, là, voilà, donc, que vous voyez apparaître ici. Et on a fait on a collé dans tous les sens. On a froissé, découpé, collé. Là, vous voyez Tom qui est en train de manger des rochers d'or pour les dépioter. Donc on a fait ça pendant une soirée, puis on a fait ça. Et après, bon, ça c'était le papier. Il a fallu trouver. On a fait appel à Récli. Non, à l'époque c'était pas Récli. On a fait appel à quelqu'un d'autre, mais qui entre-temps est parti à la retraite. Ça c'est d'autres séries. On a fait plusieurs séries de papier collé. On a fait faire les moules, enfin les matrices, donc qui sont en polyuréthane, là, enfin en matériaux plastiques, à partir de nos éléments papier. Donc ça c'est directement issu du papier. Ce que vous avez vu là, c'est une fois qu'on les a, pour faire les matrices, quand on a fait les matrices, pardon, les papiers se sont arrachés évidemment. Donc ça c'est les restes de nos papiers collés. Ensuite, on a été voir Unibéton qui est sur les quais de Brazza et on leur a demandé de bien vouloir nous couler des éléments dans les matrices qui nous avaient été faites par Monsieur Boutillier, donc de l'époque. Et ça nous donnait, ça c'est la matrice. Et voilà, là on a le béton. Donc on est parti de ce papier rocher d'or à la matrice en polyuréthane, puis au béton qu'on a peint, et ça nous a donné cette chose-là. Donc là, on était encore en cours d'études, les entreprises n'étaient pas encore choisies, hein, l'appel d'offres n'avait pas eu lieu. Mais tout ce travail-là, on l'a fait pendant des mois et des mois. Ça s'est déroulé peut-être, je ne me rappelle plus, sur 1 an ou 2, je ne sais plus exactement. Mais ça a été vraiment passionnant parce qu'il fallait passer par toutes ces étapes, trouver les personnes qui voulaient bien nous... Parce que tout ça, c'était fait, je dirais, c'était fait gracieusement et gentiment. Et c'est comme ça qu'on a pu définir que c'était possible, qu'on a pu évaluer les coûts. Du coup, on a appelé Récli qui a pu travailler avec nous sur la faisabilité de cette chose-là. Parce que là, après, c'était des centaines et des centaines de mètres carrés qu'on devait produire comme ça. Donc, c'était pas avec des petits carrés de 50-50 qu'on allait faire les matrices de béton. Et l'appel d'offres est lancé sur ces principes et ça a été réalisé. Donc là, je vous présente rapidement des plans en surface. Vous voyez que c'est très simple, hein. On a un boulevard qui passe au-dessus de la station et on a 2 grandes couvertures qui sont quand même assez longues. Je crois que celle-là fait 40 mètres à peu près, qui viennent abriter la partie basse des accès à la station et dans lequel on trouve les ascenseurs. Là, vous avez entre les accès, ce qu'on appelle la salle des billets, puis un espèce de plateau intermédiaire qui permet d'accéder par des passerelles qu'on a dessinées comme ça en biais, qui viennent descendre vers les quais. Et on a ici l'escalier qui remonte depuis les quais sur la salle des billets, des ascenseurs. Le plan des quais qui est très simple. Alors ce qui est très surprenant, enfin maintenant vous avez peut-être l'habitude, mais moi je sais que j'avais été surpris sur la ligne A, c'est la longueur très courte des rames de métro, de Métroval. Ça fait, je sais plus combien, 30 mètres par rapport au métro parisien, c'est 3 fois plus petit, quoi. Les stations sont très courtes. Mais c'est pas du tout la même typologie. Donc voilà, ensuite ça exprime assez bien la station. On voit ici tout ce qui est en marron un peu, là, tabac, c'est tout le travail de l'or, c'est les zones qui vont être peintes en doré, mais on voit le dégradé ici. Malheureusement, le dégradé, pour des raisons techniques, il a été fait et il a été complètement effacé par une peinture qui va systématiquement de haut en bas,
Il y a eu des problèmes d'étanchéité de la station et la peinture sert à masquer ces problèmes-là. Donc je l'ai pas bien vu depuis, mais bon, je pense qu'on n'aura pas l'effet dégradé qui était pourtant très intéressant. Et ça, c'est la partie des émergences. Donc vous voyez que c'est pas grand-chose. Là, c'est pareil, il y a toute une histoire aussi, mais que malheureusement, je pourrais pas vous raconter aujourd'hui. Et voilà les photos de chantier. Donc ça, c'est des photos qui ont été faites par, quand vous les voyez signées ici, c'est Willy, je sais plus quoi, qui a fait ces photos-là. On les a pas vues de si haut depuis la grue, mais il nous a offert une belle vue sur ce chantier où on voit toute la ville de Rennes au fond. Et donc voilà le chantier de la station Saint-Jacques-Guettet, qui est effectivement un chantier assez impressionnant, vu d'en haut, mais vu d'en bas aussi. Là, on se rapproche un petit peu du bas du fond de la station. Et voilà, là, on a les pieds dedans. Donc là, les parois ont été coulées et on vient creuser des mètres cubes et des mètres cubes de terre. Donc pendant cette période du chantier, j'aime beaucoup cette partie-là, il y a la roche qui est très présente. Là, c'est un peu plutôt la gadoue, mais on voit apparaître la roche. Donc ça, c'est des photos que j'ai fait. Et c'est vrai que là, on a vraiment des très belles scènes de chantier, très impressionnantes, où le béton, l'eau aussi se mélangent. On voit encore la roche qui apparaît. Donc la station, on la reconnaît pas, hein. On la voit pas encore. On a tous ces butons partout et ces éléments un peu étonnants. Je croirais presque dans des vieux temples aussi, un peu avec des étais pour les sauvegarder. Donc tous ces butons sont là pour tenir les parois. Un chantier toujours extrêmement propre, ça c'est très impressionnant, mais avec des lumières assez belles. J'aimais beaucoup cette période-là. Des scènes étonnantes de ferraillage. Quelquefois, sur cette station, pas tellement, mais sur l'autre, j'aurais bien voulu vous montrer des photos. Je pense que c'est plus du béton armé, c'est de l'acier enrobé de béton. Il y a quelquefois beaucoup plus d'acier que de béton. Là, c'est rien, mais c'est assez impressionnant. Voilà, donc des images, des scènes que je trouvais assez belles, le chantier en fin de journée. Et puis, au bout d'un moment, commence à apparaître quand même ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les parois en béton façon feuille d'or. Donc les voilà qui apparaissent. Après, ça peut aller assez vite, hein, d'un mois à l'autre, ça peut aller assez vite. Et donc là, on est arrivé à une période où une grosse partie des bétons façon feuille d'or étaient coulés. Et on a donc cet effet-là, qui correspondait tout à fait à ce qu'on attendait. Entre-temps, il y a eu évidemment des prototypes faits par l'entreprise. J'ai pas eu le temps de vous dire tout ça. La question du prototype est extrêmement importante, parce que vous avez vu que nous, on a fait des protos, plutôt des essais. Après, quand l'entreprise est choisie, elle se doit, c'est prévu dans les documents de marché, elle se doit de faire des prototypes. Donc souvent, on va là-bas pour valider des prototypes, pour les faux plafonds, pour les éléments de serrurerie, mais également pour le béton, pour la peinture aussi, on va le voir tout à l'heure. Donc tout ça, c'est le résultat de prototypes. Ce que je n'ai pas dit non plus, c'est qu'en fait, les papiers découpés qu'on a fait, ça s'est réellement fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un atelier qui a été un atelier d'artiste on est allé chez lui, il nous a montré ce qu'il a fait, on lui a montré après coup ce que nous on avait fait. Il a dit dommage que je l'ai pas su avant parce que je l'aurais fait comme il faut. Et donc il a repris, il a fait un grand panneau en papier découpé qui effectivement a servi à faire les matrices de Récli et qui a permis de faire ça. Donc il y a toujours eu des étapes de validation. C'est ça qui était vraiment passionnant. Et c'était ça notre boulot d'architecte concepteur. Donc voilà des éléments des vues où on voit les parois moulées. Donc en fait là, il y a un échafaudage, mais le creux est beaucoup plus profond, c'est l'accès vers la station. Et ce fameux arbre qu'il fallait préserver, qui a été préservé effectivement, mais limite quand même. Ça, c'est les premiers essais de peinture, justement, avec les effets de dégradé. Voilà, donc je m'attarde pas. Et ça, c'est Alors vous voyez que le chantier, tout d'un coup, s'est refermé. Donc la dalle de surface a été coulée. Tous les niveaux de plancher ont été coulés. Et vous voyez que l'ambiance du chantier n'est plus du tout la même que celle qu'on avait avant. Avant, on avait une grande ouverture sur le ciel, sur des grands espaces pas du tout les espaces de la station. Là, par contre, on commence à voir apparaître la station. Vous allez voir qu'il y a une comparaison avec le projet qui est assez amusante. Donc tout un travail de nos fameux ponts qui passent au-dessus des quais en biais pour fluidifier la circulation, puis des petits détails de joints en creux, d'alcôve ici pour avoir les assises, les passages vers les escaliers. Donc là, par contre, si l'ampleur du chantier est beaucoup moins impressionnante, par contre, effectivement, on retrouve l'espace de la station, mais encore très très brut. Un peu, voilà, bon, c'est le chantier, quoi. Là, on voit les détails assez...
Ce qui est assez impressionnant aussi, c'est de voir que des entreprises qui ont l'habitude de faire du béton banché, même quand elles en font tous les jours, elles sont tout le temps confrontées à des problèmes extrêmement compliqués. Mais elles ont quand même réussi à nous faire des petits joints en creux un peu partout, avec des angles aigus quelquefois. Bon, enfin, on a tenu la barre assez haute et on a réussi à obtenir des choses intéressantes. Voilà, donc nos fameuses alcôves. Et c'est là que je disais qu'entre l'image que vous avez vue tout à l'heure et la réalité, ben on voit qu'on est très très proche de ce qui était prévu. Nos alcôves sont bien là, nos ouvertures, nos joints creux, nos passerelles. Reste maintenant à les voir dorés, avec les lames habillées, etc. Cette image, elle représente les escaliers qui sont entre deux parois. Ça, c'est la paroi avec la feuille d'or. C'est des parois vraiment extérieures de la station, extérieures. Les parois les plus allées au bord de la station, c'est vraiment les murs de la station. Et ce monolithe-là, qui est travertin, la pierre de travertin, lui, il est entre les quais et les escaliers. Donc, ces escaliers, bon, bien, on va avoir des faux plafonds, bien sûr, qui vont venir fermer tout ça. Mais c'est là qu'on va avoir aussi tout le travail du doré, de lumière, etc. Moi, j'aime bien cette photo parce qu'elle illustre aussi, elle a un côté très basse sous-marine. L'idée, c'était vraiment qu'on passe dans des espaces très, très fermés, très étroits, entre des espaces très lumineux et très ouverts de la salle des billets et des quais. Et vraiment créer des ambiances. Ça, c'est les premiers essais, enfin les deuxièmes essais, on va dire, de peinture, mais cette fois-ci avec l'entreprise et qui a été choisie de manière définitive, et dans la station. Donc ça, c'est les premiers coups de pinceau. Et on est resté une après-midi. Donc voilà les premiers essais, les effets de dégradés, qui étaient assez bien réussis, parce que c'est pas évident à faire. Et quand on dit à une entreprise qu'il faut mal peindre pour bien faire, c'est compliqué. Mais elle arrive à comprendre, mais elle sait pas très bien comment faire. Donc on faisait avec elle, on prenait le rouleau et évidemment on passait nous-mêmes. Ça c'est le côté, enfin moi que j'aime beaucoup aussi, c'est être là sur le chantier, prendre la truelle quand il faut, le pinceau, et puis montrer comment on fait. Voilà, donc des ambiances de chantier aussi, où on voit ce grand voile avec la feuille d'or qui n'est pas encore peinte, mais qui le sera quelques mois après, les cages d'ascenseur, etc. Et puis la fameuse couverture, qui n'était pas tout à fait comme ça au début. En fait, elle était comme ça dans le concours, on était parti sur autre chose, et on est revenu après coup, pour des raisons diverses, je vous dis que je ne vous raconterai pas aujourd'hui, mais une toiture assez étonnante parce qu'elle est vraiment en porte-à-faux ou presque. Elle tient sur quelques murs au milieu et quelques voiles sur les côtés. Maintenant, elle est terminée et c'est assez impressionnant. Voilà, on la voit ici tout le long. Donc elle tient sur quelques éléments. Et c'est une des dernières photos qui a dû être prise en 2017 ou 2018. C'est une des dernières que je vous présente. On en a pris d'autres, mais qui ne sont pas très intéressantes. Il y a celle-ci, où là on voit justement le mur qu'on a vu tout à l'heure, qui est tout doré. Alors selon la lumière, ça peut paraître très jaune, presque jaune d'œuf, sans brillance. Et à d'autres moments, il y a vraiment des effets de brillance. Ce qui est assez amusant, quelquefois c'est un peu étonnant. Et c'est vraiment très très... du coup, c'est un matériau, ce froissé, ce béton froissé, cet or, fait que c'est un matériau qui est très très changeant. En fait, je vais peut-être tenir le temps. Hein. Bon, ça c'est, je pense, une des dernières photos où on voit la tranche du monolithe travertin qui est peint en doré. Donc l'idée là aussi, c'est que quand on coupe on l'appelait ce monolithe parce que c'était comme un élément continu, qui est donc, comme je disais, entre les quais et les escaliers. C'est que quand on coupait ce monolithe, on retrouvait le doré à l'état pur dans l'épaisseur du mur. Là, c'est les dernières photos qui ont été prises il y a quelques semaines ou quelques mois à peine, peut-être autour de Noël, où on voit apparaître les premiers éléments les premiers prototypes de laiton, de lame laiton. Donc vous voyez juste la matière, vous ne le voyez pas encore mis en œuvre. Et si on veut s'arrêter là, on peut s'arrêter là. Je pensais être beaucoup plus bavard que ça. Rendez-vous en 2020. Si vous avez encore un peu de temps, on peut voir une deuxième station. Donc, je ne sais pas si on peut s'autoriser. Je dois être... voilà, je suis à peu près dans les temps, mais comme vous avez l'air de rester assis, je vous propose de voir la suite. Donc, on ne verra pas la troisième, mais c'est Irène Joliot-Curie. Pourquoi ? Parce que c'est une des trois stations dont je me suis aussi beaucoup plus occupé. Fabien s'est occupé plus de la Courrouze. Et peut-être aussi que c'est sur ce chantier-là que les photos de chantier étaient très très impressionnantes. Alors ça aussi c'est pour les étudiants. Quand on a fait le concours, si vous êtes arrivé à l'heure, vous avez vu les premiers éléments de concours de la ligne B avec la station Saint-Jagueté que je viens de vous présenter, la station dorée.
Sur les 3 stations, il y en a une qu'on devait étudier plus précisément. Donc vous avez vu les 2 planches de concours, avec les plans, les images de synthèse, etc. Sur les 2 autres stations, c'était de ce niveau-là. C'était vraiment des intentions architecturales, c'était des coups de crayon, on n'a fait que ça. Je crois qu'on n'avait que 2 stations. Il y avait un carnet de 4-5 pages qui donnait des intentions, qui donnait quelques descriptions, et quelques croquis. On n'avait que ça. En réalité, la station a un peu changé. On était parti sur des idées de puits de lumière, mais en fait, on a compris après, quand on a gagné le concours et qu'on a commencé à faire des esquisses, qu'on n'avait pas la place en surface de faire des puits de lumière comme ça. On était devant un lycée, bref. Donc on a complètement changé notre fusil d'épaule. Et on a fait ce projet-là qui, entre-temps, a de nouveau changé. Donc c'est l'idée, on va le voir un peu plus loin. C'est une station qui a uniquement un niveau de sous-sol. On a le boulevard au-dessus et un niveau de sous-sol. Donc il n'y a pas de salle des billets, il n'y a pas de niveau intermédiaire. La salle des billets, en fait, c'est ça, quoi. C'est cet espace qui est complètement à l'air libre. On descend par des escaliers qu'on voit ici, par des escalators qu'on voit là. On arrive là. Il n'y a pas de couverture, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi sur certaines stations ils en demandaient, pas sur d'autres. Par contre, on le voit ici, on va le voir après, des ponts en quelque sorte qui traversent, qui permettent aux piétons de passer d'un côté à l'autre du boulevard au-dessus de la station. Et donc la partie salle des billets, c'est cet espace extérieur en creux. Et on rentre dans le quai directement là. Bon, pour des raisons diverses, malheureusement, c'est notamment de problèmes de fermeture. Enfin, le programme a un peu changé. Tous ces biais n'ont pas pu être conservés. Ces effets un peu de monolithe, là aussi, on est revenu vers quelque chose de plus simple, mais qui garde quand même une certaine force. Vous allez le voir après. Donc là, on est dans quelque chose de très simple. Hein. Il y a pas de le volume est très limité. On n'a pas ces doubles hauteurs. L'expérience aussi que j'avais tirée de la station de la ligne A, c'est que je ne faisais plus un projet de métro sans faux plafond. Parce qu'un projet de métro sans faux plafond, vous l'avez peut-être pas remarqué, je vous en ai pas parlé, mais c'est ce qu'on a fait sur la station Charles de Gaulle. C'est extrêmement compliqué à gérer après, on n'y arrive pas. C'est beaucoup trop compliqué sur des chantiers qui durent plus de 10 ans. Souvent, quand le gros œuvre a terminé, les lots électricité sont même pas encore lancés. C'est même pas qu'ils sont attribués, ils sont même pas encore lancés. C'est-à-dire qu'il y a des décalages énormes entre la réalisation, les premiers lots, la première attribution des lots et les dernières. Donc faire passer des câbles pour des électriciens dont on ne sait même pas, quand on a fait la ligne B, on a prescrit du matériel, on savait pertinemment, on l'avait écrit d'ailleurs, que ça ne serait pas ce matériel-là qui serait posé à la fin, parce qu'entre 2010, 2011 on va dire, quand on a commencé à prescrire les premiers appareils, et aujourd'hui déjà, les appareils de 2011 ont disparu. C'était le début de la LED. Enfin, la LED existe depuis longtemps, mais c'était le début du gros développement de la LED. Donc en fait, on a prescrit des appareils qui n'étaient pas en LED, volontairement, en sachant que ce seraient des LED. Alors pourquoi volontairement? Pour des raisons, je ne sais plus exactement lesquelles. Mais c'est ça aussi qui est impressionnant dans ces chantiers très très longs, c'est que vous prescrivez quelque chose, et l'évolution technologique, surtout en matière d'éclairage, évolue beaucoup plus vite. Ce qui est très impressionnant aussi, c'est quand vous faites un projet, mettons en 2011, et que vous le retrouvez fini en 2020, c'est ce qui s'est passé pour la station Charles de Gaulle, vous commencez à flipper à la fin. Et je pourrais vous raconter, si j'ai un moment, si j'ai 10 secondes, l'effet que ça m'a fait, la première fois que j'ai vu le chantier totalement fini. Voilà, toujours des prototypes. Donc là, c'est une matrice Ricli, donc on n'a pas fait faire de matrice particulière, c'est une matrice assez classique. Donc l'idée, c'était toujours aussi d'avoir cette paroi qui était comme si la terre avait été griffée par la pelleteuse, ce qui était la réalité, sauf qu'évidemment, ils n'ont pas fait directement dans le béton, et d'avoir cette matière comme si c'était la roche ou la pierre du site qui était griffée, quoi, en quelque sorte. Et ça, c'est la première image qu'on a vue du premier chantier. Voilà, c'est avant les images de Saint-Jacques-Guettet que je vous ai montrées tout à l'heure. On a été voir. Le maître d'ouvrage, innocemment, nous a dit: est-ce que vous voulez aller voir le chantier de Rennes-Joliot-Curie? On a dit ouais, pourquoi pas. Et on est arrivé, on a vu cet énorme trou qui est 2 ou 3 fois plus profond que notre station, qui est 2 fois plus large ou presque, qui est 3 fois plus long, parce qu'il y a les sous-quais, il y a les locaux techniques, etc. Et quand on est arrivé là, on a été littéralement soufflé, quoi. On n'en revenait pas. D'ailleurs, vous voyez la tête de Fabien qui est réjoui comme c'est pas possible. Moi, j'étais encore plus fou que lui. Mais c'est vrai que j'avais encore jamais vu un chantier comme ça, quoi. Et on s'est dit, c'est parti pour 3 stations comme ça, quoi. Et un chantier qui est nickel. Vous avez des petits Playmobil en bas, vous les voyez, donc c'est vraiment très 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 impressionnant, quoi. Des scènes qui laissent
qui laisse quand même un peu ébahi de temps en temps. Et ce gars qui ratissait consciencieusement 3 cailloux pour que le truc soit nickel avant de couler le béton. Enfin, c'est vraiment très, très, très étonnant, quoi. Et ça, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Donc, pour cette station, vous avez vu tout à l'heure le prototype en béton griffé. Nous, on avait prévu que ça soit coulé en place avec la matrice. Et pour des raisons de qualité de béton, l'entreprise nous a dit si on le coule en place, ça va être dégueulasse, ça marchera pas. C'est des telles masses de béton que tout va se foutre en l'air. Donc, ils ont proposé de le faire en béton préfa. Et on a dit, ben ok, on a entendu l'entreprise. On leur a dit, par contre, il faut que ça soit bien fait pour qu'il y ait un effet de masse et qu'on voit le moins possible les joints. Bon, les joints, on les voit toujours entre des éléments préfa, mais bon. Et on est allé un jour à l'usine en Bretagne qui produit qui est une entreprise spécialisée de béton préfa et qui a donc fait un moule qui faisait 15 mètres de long et sur lequel les différents éléments étaient coulés. Et comme on a un biais qu'on voit pas bien ici et que ce biais devait être constamment le même, on va le voir après. En fait, chaque module est coulé en avançant comme ça, de telle sorte que le biais se retrouve avance plus ou moins selon les modules. Et on est allé voir un des premiers prototypes. Donc là, c'était... Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que des entreprises comme ça, elles font ça tous les jours. C'est du béton préfa, elles font ça chez elles, tous les jours, du béton préfa, du béton préfa. Et c'était... Moi, j'ai bu du petit lait cette journée-là. Nous, on disait rien, on était avec le maître d'ouvrage. Il y avait toutes les entreprises, l'usine de béton préfa, etc., qui parlaient entre eux et qui essayaient de voir comment contourner les problèmes qu'ils avaient rencontrés, parce qu'ils avaient rencontré des gros problèmes. Et on les voyait s'investir complètement dans le projet. Donc, on était là, nous, en attente, on les regardait, on les écoutait comme des petits-enfants qui connaissent rien, ce qui est un peu vrai, d'ailleurs. Et c'était très, très étonnant, vraiment passionnant de voir comment tous ces gens s'investissaient pour arriver au résultat, qui était assez superbe. Et là, c'est le premier module donc, qui sort de l'usine. Et donc là, on le voit à côté dans son dos. Et la matière est là, ici. Donc on la verra pas plus que ça. Et là, on la voit ici mis en œuvre. Alors, vous voyez que les joints sont dégueulasses, mais entre-temps, ils ont été repris. Là, il y a des espèces de polystyrène ou de mousse pour bien caler les modules. Et vous voyez apparaître ici la géométrie d'un des côtés de la station où la paroi est en surplomb. Et on voit bien ce biais. Donc les panneaux ont été coulés par élément avec ce biais qui est parfaitement continu et qui remonte de l'autre côté. Donc on a un effet en surplomb d'un côté et un effet en dévers de l'autre. Donc voilà, on voulait jouer sur ces stations, sur deux sensations différentes d'un côté et de l'autre. Donc là on voit bien la matière avec le surplomb. Là également, c'est toujours le même côté de la station. Là aussi les ferraillages, mais là c'est rien. J'avais une autre photo où on avait des ferraillages. Il y a plus d'acier que de béton, je vous dis. Mais je comprends pas très bien pourquoi il y en a autant. Ça, a priori, c'est rempli de béton. Et voilà, ça c'est des photos toujours de Willy Béret où on voit ici, donc là on est sur le quai de la station. On aura des grandes parties vitrées ici, qui vont être aussi équipées de quelques équipements de mobilier. Et où on voit les effets de dévers. Et de l'autre côté, on a le surplomb. Voilà, quand on descend des escaliers et qu'on est dans ce grand espace qui s'appellerait la salle des billets, qui est complètement à l'air libre, avec ces passerelles qui passent au-dessus. Donc une expression très béton brut, qu'on voulait vraiment exprimer là aussi comme quelque chose d'assez tellurique. Je crois que c'est une des dernières stations, et la Courrouze, je vais peut-être pas m'attarder parce que c'est juste des images, il n'y a pas de photos du chantier. Voilà, donc j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je crois qu'il est 14h et vous avez des cours, je crois. Voilà. Donc on peut juste dire rendez-vous en 2020, je serai très heureux de vous présenter les stations terminées.